Et bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un write-up d'une machine hack the box qui s'appelle Grandpa, qui est considérée comme étant facile et qui est une machine Windows. Alors, vous commencez à avoir l'habitude avec les machines Easy. Encore une fois, on peut voir qu'ici, on a un nombre de flags root qui est supérieur au nombre de flags user. Donc, très certainement, encore une fois, on arrivera root ou pas, on verra bien. Par contre, le rating de la machine, il n'est pas très élevé, donc les gens apparemment l'ont pas très apprécié. Et on peut voir qu'elle est considérée comme étant easy, mais pas trop. Ici, on pourrait croire que c'est beaucoup médium, mais avant, c'était juste que par défaut, je crois que quand on mettait aucun rating sur Hack2Box, ou bien, oui, ça devait être par défaut, c'était sur celui du milieu, donc les gens, ils faisaient suivant, ils s'en foutaient. Donc il y a beaucoup de médium ici, mais c'est juste que de base c'était par défaut médium, mais ça reflète pas forcément vraiment la difficulté de la box. Donc c'est plus, on va dire, du easy, mais pas trop facile non plus. Alors, encore une fois, on récupère l'adresse IP de la box. On va l'ajouter dans mon fichier etc host. Ici, donc moi c'était la .14, hop, j'ai rajouté ici, grandpa.htb. Et maintenant, on va lancer un scan nmap. Alors moi, pardon, j'ai lancé en avance pour que ça prenne pour pas que ça prenne trop de temps. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que finalement, il n'y a qu'un seul port qui est ouvert. Donc on voit bien que c'est de HTTP sur le port 80. Et on a une version Microsoft 2IS HTTPD 6.0. Ok, il y a des méthodes qui sont disponibles. On peut voir aussi que c'est du WebDAV. Ça peut être intéressant. Et bah, la première chose à faire, c'est on va se rendre directement sur le site. Donc grandpa.htp pour voir s'il y a des choses intéressantes. Bon, the parameter is incorrect. Ok, bizarre. Peut-être on peut essayer avec l'adresse IP plutôt que le nom de domaine, 10.10.10.14. Non, erreur, toujours pas. Bon, ok, soit. Ça ne fonctionne pas. Bon, alors en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi ça me met ce paramètre is incorrect. Normalement, on est censé avoir juste la page par défaut de ZS. Pourtant, j'avais bien reboot la box juste avant, mais bon, bref, on va continuer de ce côté-là. Donc, on peut tenter de lancer du fusing sur le site web, mais on va voir que finalement, ben, en fait, ça va être exactement la même. On va pas trouver grand-chose. Je vais juste vous montrer, lancer un petit peu rapidement pour voir ce qu'on peut voir au niveau des répertoires ou des fichiers qui pourraient être cachés, mais en l'occurrence, on va pas trouver grand-chose. Et du coup, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est, on peut regarder un peu s'il y a des choses dessus qui peuvent être intéressantes. Voilà, le fameux 2IS 6.0, Windows Server, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Donc ce qu'il nous reste à faire, comme c'est une easy, c'est très certainement qu'il y a des exploits qui sont publics. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va directement aller chercher sur Google, par exemple, Microsoft 2IS 6.0 exploit, quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas mis d'espace, mais bon, là, la machine lag un peu parce que je sors le fusing en même temps, mais vous voyez, il ne va rien trouver. Potentiellement, il va trouver un slash image, mais on ne va pas y avoir accès. Parameter is incorrect, c'est pas possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut voir qu'on a des exploits au niveau de WebDAV. Lui, il peut être intéressant, on peut regarder. Et sinon, on peut voir qu'il y a aussi WebDAV du exploit.db, donc très certainement quelque chose à faire avec Metasploit. Alors, spoiler, la box, il y a, on va dire, deux manières, enfin, il y en a un peu plus, mais deux manières principales de la réaliser, de l'exploiter. Soit en utilisant Metasploit, donc on va dire avec le framework, de manière, on va dire, un peu plus automatisée, soit de manière manuelle, où c'est à nous de lancer les scripts, lancer les listeners et exploiter les vulnérabilités. Dans un premier temps, on va voir comment faire avec Metasploit, qui est, on va dire, un peu plus facile, mais ensuite on verra la deuxième partie, où on va refaire l'exploit, mais manuellement, avec des exploits qu'on aura trouvés sur GitHub, pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc là, on a un script qui a un shellcode, ok, bon, description buffer overflow, donc on a quelque chose comme ça dans WebDAV, 2IS 6.0, donc ça a l'air de correspondre à notre truc, mais est-ce qu'il est sur MSF? On ne sait pas. Pour faire, c'est très simple. Alors évidemment, on a eu une erreur, donc je vais le relancer. Ça risque de prendre un peu de temps. En attendant, on peut voir directement, on peut chercher plus précisément si exploit, Metasploit, peut-être qu'on a directement un module qui est lié à ça. Là, on a du Rapid7, module exploit, ok, donc ça a l'air d'être pas mal. On retrouve le SC Storage Palace from URL qu'on avait vu juste avant. Ça prend un peu de temps de lancer. Et là,
il nous explique qu'on a les auteurs, machin bidule, et ça a l'air d'être use exploit Windows 2IS, 2IS WebDAV, et puis le nom après, ok. Donc il y a l'air d'avoir quelque chose qui correspond à ça au niveau de Metasploit. Ça va nous intéresser. Metasploit n'est toujours pas lancé, je ne sais pas comment ça fait pour être aussi lent. À mon avis, c'est Ruby qui a du mal, ou alors Metasploit, à chaque fois qu'il se lance, il charge tous les modules, les machins, et c'est long. Donc là, on a juste à faire par exemple search 2IS 6.0, et on va avoir hop, des candidats qui peuvent être pas mal, et lui, c'est celui qu'on a vu juste avant, on voit derrière, qu'on retrouve, donc très certainement que ça va être celui qu'on va utiliser. Le premier, on peut voir que c'est lié à un firewall, ça ne nous intéresse pas, et celui-là, le deuxième, c'est pour faire un DOS, un déni de service, ça ne nous intéresse pas non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est exploiter et obtenir des reverse checks. Donc, on va faire use 2, sectionner le troisième, celui qui a l'ID de 2. Ok, donc par défaut, il va nous mettre un payload Windows. Bah parfait, vu que c'est une machine Windows. On peut afficher les options avec Options. Et là, qu'est-ce qui est obligatoire? Donc là, pass length, machin, ça c'est le truc par défaut, mais c'est déjà positionné, c'est déjà indiqué, donc on n'a pas besoin. Et là, ce qu'il nous reste à changer, c'est le remote host. Donc c'est host qui est l'adresse IP de la machine host. 10.10.10.14. Et ensuite, on va récupérer notre adresse IP. Alors, on va la récupérer ici. Donc, c'est 10.10.14.4. Donc, 7 lhost 10.10.14.4. Et normalement, on peut tout laisser par défaut. On run et on va voir ce qui se passe. Donc là, il essaye d'exploiter. Ça peut prendre un peu de temps. D'habitude, tout à l'heure, ça n'a pas pris autant de temps, donc je vais peut-être quand même reboot la box. À mon avis, ouais, à mon avis, il y a eu un problème. On se retrouve une fois que j'ai reboot la box. Ok, me revoilà après avoir reboot la box. Donc normalement, je crois que là, si on retourne sur le site, on devrait avoir les trucs corrects. Voilà. Donc en fait, on était censé avoir ça. Donc j'avais reboot la box, mais à mon avis, ça ne l'avait pas vraiment reboot. Donc voilà, on est censé arriver là-dessus. Et si on lance un Buster, on est censé pouvoir voir qu'il y a un truc image, mais on n'a pas le droit d'y aller dedans. On n'a pas le droit de lister ce qui se passe. Donc on relance notre payload. Normalement, il n'y a rien qui a changé, tout est bon. On relance l'exploit. Voilà, là, ça a bien envoyé le payload. Et on a bien une session metteur-prêteur qui s'est ouverte. Donc on va attendre que ça se setup tranquillement, et une fois qu'on a récupéré, pardon, qu'on aura récupéré la main, on va pouvoir énumérer un peu plus. Ça peut prendre un peu de temps. Ok, donc là on a le metteur-prêteur. Si jamais vous ne connaissez pas les commandes, vous pouvez toujours taper help, qui va nous lister, on va dire, toutes les commandes qui peuvent être utilisées directement sur le metteur-prêteur. Moi, j'aimerais savoir quel est, en tant que quel utilisateur je suis connecté dessus. Donc, je tape la commande getUID, et en fait, on me met que je ne peux pas l'utiliser parce que access denied. Ok. Je peux regarder les process qui tournent directement sur la machine. Donc, on peut voir que ici, on a des process qui tournent en tant que NT Authority Network Service. Donc, très certainement que ces process ont beaucoup plus de droits que nous actuellement, vu que nous, on n'arrive même pas à lancer un getUID. Donc, on peut tenter de migrer d'un process à un autre, donc par exemple sur celui-ci, pour voir si on peut avoir des droits supplémentaires sur la machine. Donc, pour ce faire très simplement, on va utiliser migrate avec le PID sur lequel on veut migrer. Donc là, un des trois, peu importe, donc un des process qui a un peu plus de droits que les autres. Donc, par exemple, sur le 1960. On peut voir que nous, de base, on était 2324, donc on était le dernier, on n'avait pas forcément de droit. Et là, si je relance un getUID, je suis en tant que NT Authority Network Service. Bon, le problème, c'est qu'ici, si on tente d'exploit pour devenir directement NT Authority System, donc l'administrateur sur la machine, ça nous dit que en fait c'est pas possible, et il y a ça qui a été essayé, mais il n'arrive pas à accéder à ce qu'il faut. Ok. Si on veut avoir un peu plus d'informations, sysinfo, on sait que du coup c'est un Windows Server qui s'appelle Grandpa. On a le build avec le service pack, c'est du 32 bits, ok, langage US, enfin ENUS, et bon, voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On pourrait tenter de lancer des WinPs ou des services, enfin des scripts qui permettent de faire de l'énumération. Peut-être qu'il y a des, comment ça s'appelle, des exploits à faire au niveau des services sur la machine. Par exemple, les chemins d'accès, les paths, qui possèdent des espaces, et du coup, on va pouvoir
mettre un fichier qui sera exécuté à la place du vrai binaire légitime. On peut essayer plein de choses comme ça. Le problème, c'est que spoiler, ça va rien passer. Donc, on peut trouver une autre manière. Très certainement que bah, si on ne trouve rien par là, c'est peut-être que, vu que la machine est assez vieille, grand pas en plus, d'où le nom, il y a très certainement des exploits, on va dire, au niveau du kernel, qui peuvent être possibles. Pour avoir plus d'informations sur ça, on va directement se rendre, on va pop un shell, on va se rendre sur la machine en tant que shell, on peut relancer un WAMI pour voir qui on est bien NT Authority, mais Network Service, c'est pas système. Et là, il y a une commande qui s'appelle System Info, qui fonctionne sous les machines Windows, qui nous permet de récupérer plein d'informations au niveau de la machine. Là, vous me direz, ok, on a plein d'infos, mais en quoi ça nous aide? Ben, en fait, il y a un outil qui s'appelle Windows Exploit, attendez, hop, Windows Exploit Suggester, qui est un script Python, je crois, qui va nous permettre de faire pas mal d'énumérations et de nous ressortir les exploits potentiels qui sont liés à certaines versions de Windows. Alors, si on regarde comment ça fonctionne dedans, je crois qu'il y a pas mal de lignes. Ouais, il y en a 1600, donc on va peut-être pas regarder exactement comment ça fonctionne. Mais en fait, le truc, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on le voit pas, mais je vais vous montrer directement sur mon système. Moi, il est dans OPT Windows Exploit Suggester. S-là. On peut voir, alors ça, c'était celui d'avant. Oui, je dois le garder pour vous montrer. Mais normalement, on a directement le script de base. Et ici, vous pouvez voir que j'ai deux fichiers qui sont des fichiers Excel. Et en fait, ça, c'est la base de données qui contient les différentes versions, les différentes exploits publics qui sont connus. Alors, en l'occurrence, on pourrait update ça. Moi, j'ai utilisé ça, le truc de base. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Et du coup, comment ça fonctionne? En fait, on va lancer... Bon, ça fonctionne avec Python 2, malheureusement. Il n'est pas encore utilisable avec Python 3. Donc on a Windows Exploit Suggester, on va le lancer et on peut faire un "-h" pour voir les options disponibles. Donc on a le "-i", qu'est-ce que c'est en fait? C'est les informations qu'on a avec System Info, qu'on a mis dans un fichier texte. Donc là j'ai appelé systeminfo.txt et en fait ça contient juste ceci. Donc on va le passer à l'outil et ensuite on va spécifier aussi le "-d" database et on va lui donner un fichier XLS. Donc si on relance ceci avec le "-i" qui est système info, alors je peux aussi vous cat système info, voilà, vous verrez que c'est exactement le même contenu que ça. Donc là on le récupère juste basique comme ça, paf, copier-coller, on le crée dans un fichier, et après on le passe à Windows Exploit Suggester. "-i, système info, et "-d, 2021, hop, le premier. On le lance, ça va faire ses recherches, ça s'initialise, tout ça. Là, en l'occurrence, on peut quitter ceci. Le metteur-prêteur, on peut le mettre en background, c'est-à-dire que la session va continuer de tourner, mais on va pouvoir retourner ici au niveau de notre Metasploit classique. On ne sera plus dans la session. Hop. Donc BG ou background, ça revient au même. Voilà, donc là, on a mis la session en background. Donc maintenant, si je fais session-L, on peut voir que j'ai bien la session qui est toujours disponible. Donc, le metteur-prêteur, qui est NT Authority Network, avec l'adresse de connexion, tout ça, l'ID 1, et on va pouvoir utiliser d'autres modules pour l'exploiter au niveau de la session. Donc ici, on peut voir que le script nous a retourné pas mal d'exploits. Si on regarde, ils nous disent que le E, en fait, c'est un exploit DB, donc c'est un POC qui est sur exploit DB. Le M, ici, c'est pour un module Metasploit, et les étoiles, c'est quand il y a un bulletin qui n'est pas disponible. Donc ici, on peut voir que celle-là, c'est un module Metasploit. Celle-là, c'est un module ExploitDB. Alors attention, qui dit ExploitDB ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas aussi dispo sur Metasploit. On regarde un peu ce qui se passe, voilà, ainsi de suite. Alors, je vais pas vous montrer tous les tests que j'ai fait au début pour que ça fonctionne, mais je vais directement vous montrer celui qui fonctionne. En l'occurrence, ici, apparemment, ils ont l'air de tous à peu près pouvoir fonctionner. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord tester le premier. S'il fonctionne, tant mieux. S'il ne fonctionne pas, tant pis. On teste le deuxième, ainsi de suite. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer celui-là, qui a fonctionné pour ma part. Donc, en l'occurrence, là, ils disent qu'il est dispo uniquement sur ExploitDB. Mais, alors peut-être qu'ils l'ont mis à jour plus tard, mais ici, si on fait un search avec le numéro de version, on peut voir qu'il est également disponible sur Metasploit. Ça nous arrange. Donc, on va faire un use 0.
Hop, pour sélectionner le payload, enfin l'exploit. Là, ils nous disent qu'il n'y a pas aucun payload qui a été configuré et du coup, par défaut, c'est aussi du Windows. Ok, parfait. On regarde les options qu'on doit mettre. Et vu qu'en fait, c'est un exploit local à Windows, ici, on n'a pas besoin de mettre de remote host. On a juste besoin de mettre le numéro de session sur lequel on a déjà un reverse shell sur lequel il doit lancer le module. Donc ici, on peut voir qu'en fait, on en a déjà un qui est l'ID 1. On va faire un set session 1. Et ici, par contre, il faut encore modifier le localhost. Donc nous, c'est set lhost 10.14.4 au niveau de notre machine. Et ne pas oublier de modifier le port en écoute, vu que le premier exploit, on l'avait mis sur le port 4444. Mais là, si on le relance pareil, ça ne va pas fonctionner parce que il est déjà en écoute, il est déjà utilisé. Donc on va en sélectionner un autre, par exemple 5555. Une fois qu'on a fait ça, on peut tenter de lancer le payload et voir ce qu'il se passe. Storing the shellcode, machin, exploit successful. Ok, intéressant. Là, ça envoie le payload et on peut voir qu'on a Meter-Prêteur session 2 qui s'est ouvert. Donc on peut également le mettre en background et voir toutes nos sessions qui sont ouvertes. Donc avec session-L. On peut voir que là, on a deux sessions qui sont ouvertes. La première, celle d'avant, et la deuxième qui a été créée. Et en fait, c'est quoi? C'est juste la première session, le premier metteur-prêteur, sur lequel on a lancé l'exploit suivant, donc MS14070, et ça nous a ouvert un nouveau metteur-prêteur en ID 2, et on peut voir ici que c'est du NT Authority System. Donc là, en l'occurrence, on a réussi à passer administrateur sur la machine. Pour retourner sur la session, on sélectionne, enfin on utilise session-i avec le numéro de session, nous c'est le deuxième. Hop, on commence l'interaction, et si je fais get UID, on peut voir que je suis bien NT Authority System. Donc pour vérifier, on se connecte directement sur la machine avec un shell, on se connecte, enfin ça crée un shell, on peut aller à la racine, on peut aller dans les documents and settings, CD, on est dedans, dire, on peut se rendre dans l'administrateur, CD desktop, dire, et là on peut récupérer notre flag root, on a réussi à casser la machine et à passer route. Donc là c'était vraiment, alors évidemment, on pourrait également aller chercher celui de l'autre utilisateur. CD Harry, CD desktop, dire. Voilà, on peut également récupérer le user. Donc là, on a réussi à avoir tous les flags. Maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte d'exploiter, de refaire exactement la même chose, mais sans utiliser une seule fois Metasploit. Alors évidemment, c'est plus compliqué, oui et non. En fait, le plus compliqué là-dedans, c'est réussir à trouver les bons scripts sur Internet qui fonctionnent. En l'occurrence, on va repartir presque du début. Donc là, je peux fermer ceci, terminate channel, oui, exit, et exit-yes, ok. Là, j'ai quitté Metasploit, on n'en aura plus besoin. Alors, ici, maintenant, on reprend comme si on était au début et qu'on n'avait jamais utilisé Metasploit. Donc là, on a fait notre énumération, machin, ok. On va essayer de chercher sur Internet un script qui va exploiter 2IS. Donc, 2IS 6.0 exploit GitHub. Donc on peut rechercher un peu ce qui se passe. Donc là, on a un premier exploit, donc qui est une CVE. On a plein d'exploits, voilà, bidule, ainsi de suite. Ok. On va prendre le premier, on va regarder à quoi ça correspond. Et on va regarder rapidement le script. Alors là, le script, en fait, il est un peu bizarre. Le mec a juste donné un nom comme ça. Il l'a pas... comment ça s'appelle? Il l'a pas renommé en .py ou quoi, mais on voit que c'est bien du script Python. Alors comment il fonctionne? Il y a un shellcode qui est généré, et on peut voir qu'en fait, quand il est généré, il inclut un reverse port, il inclut un reverse IP, et ensuite il va le lancer sur un target IP avec un target port, et il va faire des choses au niveau du payload, dans ce qui a l'air d'être une requête internet, requête get HTTP classique. Ok. Alors du coup, je crois que c'est pas du get, vu qu'il utilise quelque chose un peu spécial là, propfind. Donc ici, on peut voir également que le script, quand on le lance, il nous demande target IP, target port, reverse IP, reverse port. Ok. Donc ici, alors attendez, avant juste que je lance ce script, je vais de nouveau reboot la box, parce que ici, comme on a exploité des choses, on a très certainement modifié quelque chose sur la box, et elle peut ne plus fonctionner pour cet exploit. Donc on se retrouve une fois de nouveau que j'ai reset la box. Ok, me revoilà. Donc je me suis rendu
dans le répertoire où j'ai téléchargé notre petit exploit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va setup un listener, par exemple 1337. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement lancer notre script Python. Alors Python 2, parce que ça ne marche pas au niveau de Python 3. Le nom de notre script est, qu'est-ce qu'on avait vu? Il faut la target IP, donc 10.10.10.14. Le target port, c'est le port 80. Et ici, nous, de notre côté, on est en 10.10.14.4 sur le port 1337. On lance ceci. On peut voir qu'il y a des choses un peu spéciales qui sont générées. On attend un petit peu. Et on devrait voilà, récupérer le reverse shell. Ça, maintenant, on peut quitter, on s'en fout. On a bien ceci. Alors, si on fait un WAMI, on peut voir que là, par contre, on est directement NT Authority Network Service. Il n'y a pas besoin de faire de migration ou quoi que ce soit. On est good. Maintenant, on peut trouver un moyen d'exploiter le truc en local. Donc, je vais déjà me rendre dans le temp, qui est un fichier temporaire, un peu comme le /tmp au niveau de Linux, dans lequel on peut pouvoir exécuter des choses. Donc là, par défaut, il y a des trucs, on va dire, du système un peu random, on s'en fout. Ici, il va falloir trouver une façon de passer route. Enfin, route administrateur, NT Authority System. En l'occurrence, on peut voir s'il y a des informations intéressantes avec le UAMI. Juste le UAMI, ça nous donne directement le nom du compte sur lequel on est connecté. Mais si on fait un UAMI/all, ça nous donne beaucoup plus d'informations. Notamment le SID lié au username sur lequel on est connecté, des informations sur les groupes auxquels on appartient, ok, intéressant. Et ici, ce qui va vraiment le plus nous intéresser, c'est les privilèges qu'on a en tant qu'utilisateur. Donc ici, on peut voir que les 3 premiers sont désactivés, mais ici, on peut voir que les 3 derniers sont activés. Et dans ces 3 derniers, on a le SE Impersonate Privilege. SE Impersonate Privilege, c'est quelque chose qui est assez intéressant, notamment lors de Privilege Escalation, parce que ça va nous permettre d'impersonifier, alors impersonate, je ne sais pas comment on le prononce en français, impersonatier, je sais pas. On va pouvoir en gros se faire passer pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, ici, SE Impersonate Privilege, vous pouvez aller voir directement la documentation de Microsoft, elle est bien expliquée. Et ici, il y a d'autres articles qui parlent de Privilege Escalation en utilisant ceci. Alors, normalement, le SE Impersonate Privilege, c'est quelque chose sur Windows qui est légitime. C'est pas censé être fait pour gagner en privilège. Sauf que, comme on peut le voir ici, alors là c'est pour setup le truc, il y a des outils qui nous permettent d'exploiter ceci pour obtenir des permissions beaucoup plus élevées. En l'occurrence, il y a des scripts qui sont très connus, notamment Juicy Potato qui exploite ceci. Normalement, il y a directement le GitHub associé, nous permet d'abuser des privilèges pour passer route. Il y a plein de tutos au niveau de ça. Il y a aussi d'autres versions comme Rotten Potato. Bon, ils aiment bien utiliser le mot potato. Et il y en a un qui va nous être utile. Alors, je vais vous passer ça. On aurait pu tenter d'utiliser ça. Le problème, c'est que j'avais déjà essayé avant, mais le binaire qui nous est donné, qui nous est fourni au niveau de Juicy Potato, il n'est pas compatible avec la version de Windows sur lequel on est, enfin de la machine. Donc on va pas pouvoir l'exécuter. Alors peut-être que, je ne sais pas si en le recompilant au niveau de la bonne architecture ça fonctionnerait, ou c'est juste pas compatible, je ne sais pas trop. Mais on peut trouver une alternative avec quelque chose qui s'appelle Churrasco. Churrasco, c'est un peu comme du Juicy Potato. Voilà, donc c'est de la nourriture, je sais pas, portugaise et espagnole. Churrasco, un petit hub, parce que sinon ça va nous donner des images de bouffe, c'est pas très intéressant. Là on a un petit churrasco qui pourrait être intéressant. Et si on regarde, alors là le problème c'est que ici on nous donne juste un binaire de quoi compiler, mais on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas, on ne sait pas comment ça fonctionne, quelles sont comment ça s'appelle, les options au niveau du binaire. Donc peut-être qu'on peut mettre Privesc. Peut-être qu'on va avoir des blogs ou ce genre de choses qui vont nous permettre. Pentest Churrasco, ok. Là, il nous parle aussi également token machin. Donc ça a l'air d'être intéressant. Le problème, c'est qu'ici, on va devoir l'upload sur la machine. Ok. Comment on fait pour upload sur la machine? Vu que c'est un vieux Windows, on n'a pas, je suis pas sûr qu'il y ait PowerShell. Donc potentiellement, le wget ça marche pas. Le certutile,
peut y avoir des problèmes avec pour l'utilisation. Donc, la version que j'ai décidé de faire, hop, comme on voit ici, c'est d'utiliser smbserver.py. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est sur notre machine, on va setup un serveur Samba temporaire sur lequel on va se connecter sur notre Windows et on va télécharger les fichiers qui nous intéressent. Bon, ok. Ici, Pentest Churrasco. Bon, là, il nous donne le lien, en fait. Ok, bah, c'est vachement intéressant, mais ça ne nous aide pas beaucoup plus. Bon, bref. En l'occurrence, ici, alors attendez, 2 petites secondes, je vais récupérer le payload Churrasco que j'avais noté sur mes cheat sheets. Hop, je vais le mettre ici. En fait, Churrasco, il s'utilise comme ça. Une fois qu'on a le binaire directement sur la machine, donc on va utiliser ces commandes-là. Une fois qu'on aura upload churrasco.exe sur la machine Windows, on va pouvoir l'exécuter et lui passer en paramètre une commande à exécuter, on va dire, en tant que root, en tant que utilisateur avec des privilèges beaucoup plus élevés. Comme on peut voir ici, on va utiliser un netcat. Netcat pour récupérer une connexion de notre côté également. Donc, qui dit netcat.exe, faut également l'upload sur la machine. Donc, on va refaire exactement la même méthode qu'au début, mais pour upload le netcat au lieu de Churrasco. Et on va ensuite pouvoir exécuter la commande et obtenir un shell en tant qu'administrateur du système. Alors, bah, on va le faire simplement. Hop, SMB Server. Alors SMB Server, je crois que c'est, je sais plus, c'est quelle suite, quelle librairie qui propose ça. SMB Server.py. J'ai perdu le mot, j'ai un trou de mémoire. Alors, on va voir ça. SMB Server.py. Impacket, voilà, c'est Impacket. J'avais totalement perdu le nom de la suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on va setup un serveur SMB2, on appelle share et qui pointe vers opt churrasco, c'est l'endroit où se trouve mon churrasco.exe. Hop, on va setup ça ici. Là c'est configuré. On pourrait également setup un mot de passe au niveau de ça, mais là on n'en a pas besoin. Netuse pour se connecter au share. On va voir que là il s'est connecté. Et ensuite on va le download. Évidemment, ne pas oublier de se mettre dans un répertoire dans lequel on peut écrire des choses. Là, non, c'est pas ça que je voulais faire. Copie, voilà, au niveau du share churrasco.exe, qu'on appelle churrasco.exe ici. Hop, ça a bien été copié. On va faire un dir. On va voir qu'on l'a bien ici. On refait exactement la même, mais avec, alors je vais l'appeler share2 cette fois-ci, qui est dans opt netcat.exe pour télécharger netcat.exe. Hop, ici, on va netuse exactement pareil. Hop, commande complétée de successfully, et on va le télécharger. On copie, le fichier a bien été copié. Bon, parfait. Si on fait un dir, on voit qu'on a bien notre churrasco.exe et notre netcat.exe. Maintenant, il nous suffit d'exécuter cette commande-là. Donc, hop, on va dire qu'on va exécuter celui-là, netcat.exe pour le répertoire courant. Et on va juste changer de là, parce que ce n'est plus pareil. Et on va mettre, par exemple, 1338. On va exécuter cmd.exe pour récupérer un shell. Donc là, on se met en écoute sur le port qu'on a spécifié dans le payload, 1338. On est bien en écoute. Ici, on est sur notre machine. On va lancer notre churrasco.exe qui est censé nous permettre d'exécuter des commandes avec des privilèges plus élevés. Et on lui dit, je veux qu'en fait, tu me lances cette commande-là qui va me connecter en netcat sur ma machine et qui va me donner un cmd.exe pour pouvoir exécuter des commandes. On le lance. Ça met un peu de temps à s'exécuter. Connection received, pardon. On peut faire un who am I, je suis NT Authority System, donc je suis administrateur de la machine. Et comme avant, dire, je peux directement aller récupérer le flag root. CD administrateur, CD desktop. Et là, si je fais un dire, alors attendez, pourquoi ah oui, si je fais pas le CD avant, je risque pas d'y aller. CD administrateur. CD desktop, et là si je fais un dire, on peut voir que j'ai également accès au root.txt. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine, et bye bye.